Mémoire de mon père, séquence 11. J'ai failli jouer à l'OM. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode où en jouant au football à Mazargues, tu as été contacté à l'époque par Zatelli? En fait, c'est surtout le responsable de Mazar qui nous a dit vous devriez aller voir M. Zatelli parce qu'il vous avait joué, il était là au dernier match et il a certainement son opinion sur vous. Tu jouais où exactement à l'époque? Je, à Mazargues, tu vois, dans l'équipe de Mazargues. Et donc nous sommes allés dans la semaine qui a suivi. On a demandé si on peut voir Zatelli, on nous a fait attendre un petit moment dans les vestiaires et puis il nous a reçu 2 ou 3 heures après. Tu vois. Alors il a dit, je vous ai vu effectivement, je vous ai vu, mais vous comprenez, juger un joueur sur un seul match, enfin, il nous a fait tout un speech de ce genre en disant qu'il faudrait qu'il voit plusieurs matchs pour avoir une opinion. Mais il a dit, de toute façon, si ça vous intéresse de me mettre dans l'équipe de l'OM, il faudra venir, mais alors tenez-vous bien parce que vous aurez des entraînements tous les jours. C'est un peu ça qui nous a fait réfléchir et tout. Et Théolade a été dit récemment de façon assez il est content. C'est cette lettre-là que sa maman a reçue, disant qu'il allait s'entraîner tous les jours avec l'OM. Et sa maman a eu peur parce que sa maman a demandé à droite ou à gauche, mais qu'est-ce que c'est aller s'entraîner tous les jours? Elle a demandé est-ce qu'il y a un risque? Alors, attends, elle a dit mais vous savez, comme tous les footballeurs, le risque c'est de se casser la jambe. La maman a pleuré, elle lui a envoyé des télégrammes, elle lui a envoyé toutes sortes de choses. Elle lui a même tiens-toi bien, elle lui a dit, je te promets, si tu ne signes pas à l'OM, je t'achète une voiture que tu reçois dans les meilleurs délais. Mais il faut te dire qu'en plus de ça, je ne sais pas si je dois te le raconter, il y a une histoire qui s'est greffée à ça. C'est que Théolade, à cette époque-là, il était fiancé à Marie-Eliane. Donc Marie-Eliane qui est ta sœur. Qui est ma sœur. Qui est la maman de Christophe. Tu vois. Et ça, c'est encore une histoire qui va révéler d'autres histoires parce que la mère Théolade a appris, donc, alors que son fils le lui cachait, que Roger sortait avec Marie-Eliane. Donc, d'accord. Alors, la mère a rappelé Roger, elle a envoyé des télégrammes, elle a dit, je viens te parler sérieusement. Alors, elle lui a envoyé une lettre recommandée, et Théolade, comme il montait tous les lundis pour travailler à Manos, je crois, Manos, oui, à Manos, le lundi, il est passé chez moi à la fac de ma chambre. Il me dit, j'ai quelque chose de très important à te dire, tu sais, parce que ma mère m'a écrit une lettre, là, c'est très embêtant. Sa mère pleurait sur la lettre, et il a même été traduit sur la lettre, et il a dit, c'est une chérika que tu épouses, il n'en sera pas question. Ou alors, la voiture que je t'ai promise, tu ne l'auras pas. Je vois dans ces termes-là. Pourquoi il ne fallait pas épouser une chérika? J'ai eu du temps avec maman ne voulait pas lâcher le morceau, mais à un moment, quand Marie-Eliane est venue en pleurant chez Marie-Eliane, elle a pleuré pendant 2 jours. En pleurant, elle n'est pas allée travailler, elle a pleuré pendant 2 jours et tout, dire voilà, son mot elle est là-bas, oui, voilà, son mot, elle est venue, elle m'a dit j'ai reçu une lettre de rupture. J'ai dit mais qui t'a envoyé cette lettre de rupture? Elle m'a dit mais Roger, bien sûr. Roger qui est Théolade, hein, c'est la même personne. Roger Théolade. Et alors, elle est partie en pleurant, je dis écoute, je vais voir maman, on va essayer de voir ce qu'il y a à faire. Maman a dit oh là là, c'est Madame Théolade. Ben, je vais te dire qui était Madame Théolade. Alors, Madame Théolade, paraît-il, c'est des histoires d'adultes anciennes. C'était une des bonnes amies de maman, jusqu'au jour où maman était fiancée à celui qui serait son mari, donc au père Chérika. Et la mère Théolade avait des vues, je suppose, au père Chérika, c'est la version de maman, tu vois, et elle a fait circuler un tas d'histoires. Vous savez, Mme Chérika, elle m'a tiré sous le lit, mais pas Mme Chérika, elle s'appelait Mme Constant, c'était Daniel Constant à l'époque. Voilà. Ta maman, hein, d'accord. Voilà. Alors, Mme Théolade, la maman de Théolade, donc, était infirmière. Elle a fait circuler toutes sortes de rumeurs sur. Tu sais comment sont les femmes, hein, quand elles s'en veulent, elles vont jusqu'au bout. Maman m'a toujours avoué, pas avoué, elle m'a toujours laissé entendre qu'elle n'a pas trempé dans cette histoire, qu'elle a laissé faire, qu'elle entendait les choses qui circulaient, mais qu'elle n'a pas dit. Donc elle ne s'opposait pas au mariage de Théolade et de Marie-Eliane, ta maman.
Ah non. Voilà, c'est pour ça que je te dis. Parce que moi, j'ai dit à un moment, voilà, c'était la la journée, Marguerite est venue me voir, elle était en pleurs, elle est restée en pleurs, elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire, j'ai reçu une lettre de rupture, Roger est dans ma vie. Alors, et Roger était parti quelques heures avant pour son boulot. D'accord. Eh ben, je crois que c'est depuis là que Roger a pris ses distances, plus ou moins, comme si, il a fait comme si, comment j'expliquais ça? Comme si j'étais intervenu dans son... Il a même laissé entendre un moment que c'est moi qui avais écrit à sa mère. Pour mettre fin à la relation entre Marie-Liane et Deolat. Alors moi, j'ai dit, Roger ne peut pas me faire une chose comme ça, c'est pas possible. J'ai attendu de le voir, je ne l'ai pas vu. Jusqu'à ce qu'il soit parti, il est parti, il a quitté Manos. Oui. Il était où après? Il était dans les parages, tu vois, mais il n'est pas resté longtemps. Il est rentré en Guyane. D'accord. Sous les instructions de sa mère. Sa mère a dit de rentrer et tout. Elle a remis toutes sortes de choses, tu vois. Et sa mère donc s'opposait à ce qu'il joue à l'OM et s'opposait aussi à ce qu'il épouse Marie-Liane. C'était pour cette raison, elle a dit, si tu m'obéis pour ces deux choses-là, Oui. tu auras la voiture. Elle a fait miroiter. Elle a même parlé de voiture où il y avait des sièges en cuir. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc c'était une voiture, c'était Mercedes de luxe. Vraiment de luxe. Et il a eu cette voiture en fait. Il a eu la voiture. Il a eu la voiture. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, attends. Il y a une année où nous sommes allés en Guyane, il y a eu ta maman, il y avait toi, et je crois que Magali y était aussi. Oui, forcément. Quand je suis allé en Guyane, il y avait toujours. Parce qu'un après-midi, nous sommes allés chez Théolade. Parce que Théolade s'était marié avec une autre fille, une fille D'accord. En 81. Non, parce qu'en 80, il y avait les Martin, c'est après. D'accord. 89 ou 92 alors. Dans ces eaux-là. Ok. Dans ces eaux-là. Alors, un après-midi, j'ai dit à ta maman, écoute, on aura le dernier mot, on ira voir ce qui s'est passé et tout. On est arrivé, on a frappé chez Théolade. Il était avec un autre gars qui était un ancien footballeur que je connaissais aussi. Donc, il savait de présenter tous les deux. Et je suis tombé sur la femme de Théolade. C'était elle qui est venue ouvrir la porte. Je lui ai demandé si Roger était là. Il m'a dit, Roger en haut. Il m'a dit, si tu veux le voir, je vais le chercher. Il dit, non, dis d'abord que je suis là, et s'il ne descend pas, je ne reste pas. Il a traîné les pieds, Alors, la dame était gênée plus que nous. Elle nous a entraînés dans la cour, je me rappelle très bien, il y avait des crabes dans la cour, ils étaient en train de tuer des crabes, et tout. J'ai dit, mais Roger vous a dit qu'il va venir ou il ne vient pas? Il m'a dit, vous savez, il n'a pas répondu. Ah, je commence à voir, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, elle est remontée une deuxième fois, elle a insisté, elle tenait Roger par le bras, elle le tirait et Roger se retirait vers l'arrière. C'est toute une scène assez dramatique, tu comprends? Mais tu l'as vu quand même Ah ben, il est descendu. Alors, et ça, c'était sa femme qui faisait toutes les conversations. Mais Roger, c'est ton ami, c'est M. Chérika. Et quoi, tu n'as même pas la mienne, M. Chérika? Elle a pris sa main pour la mettre dans la mienne. Mais pourquoi il voulait? Parce qu'il croyait que c'était toi qui avais empêché son mariage avec Marie. Écoute, ce que j'ai compris moi, chez nous, on appelle ça faire des cancans. Ah oui. Tu vois ce que c'est faire des cancans? C'est dire quelque chose sur quelqu'un, sur un autre, tu vois, tu fais circuler des choses qui sont vraies ou fausses, peu importe. Des fausses rumeurs, et puis ouais. Exactement. Eh bien, je suis persuadé, moi, que le frère de Claude Régis, je ne sais pas si tu dis... Mais oui, tu dis... Oui, je vois qui c'est, oui. Un soir, il nous a amenés dans sa voiture, on est allé du côté de la clique chez le Chinois. Oui, je vois. Je pense que c'est lui qui a dû faire ce qui s'est passé entre lui et moi, qui a mis la zizanie. Entre eux, d'accord. Oui, parce que c'est lui son genre, ça, tu vois. D'accord. Il lui met la zizanie et puis il se retire et dit, moi j'y suis pour rien, Et il fâche les gens entre eux, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Bon, mais tu as pu discuter avec lui ou pas, quand même, quand elle est en Guyane? Il est resté assis, muet pendant un moment. D'accord. C'est sa femme qui le secouait, mais Roger, tu dis rien à ton ami, tu vois. Et après, un moment, elle s'est levée, elle m'a dit, si vous voulez voir quelque chose, ne comptez pas sur Roger, je vais pas l'avoir, je ramène à voir. Mais juste avant de revenir sur le ça, est-ce que souvent il y avait ce genre d'histoire en Guyane, souvent il y avait des cancans, comme tu dis. Souvent, est-ce que ça, comment dire ça jetait pas de l'huile sur le feu? Ça appartenait, c'est le genre de façon de faire des gens de la rue. D'accord. Tu vois, pour nous, c'est vulgaire, ça n'a pas de noblesse, tu vois, je veux dire.
Mais tu as quand même des gens qui faisaient circuler des choses comme ça. D'accord. Mais pour faire du mal aux autres. D'accord. Ils sont faire du mal. Et Théolade, t'as parlé ensuite? Jamais. Non, mais je veux dire, au cours de ce que tu racontes, cette journée-là, il s'est mis à parler. Des morceaux de conversation à droite Ah oui, et à gauche. Alors, j'essayais par exemple d'animer la conversation. Je disais, tu te souviens, Roger? Il me disait, ouais. Ah oui, d'accord, Je dis, carrément. tu vois, ni plus ni moins. Tu vois? Et D'accord. bien, à un moment, il est assez, il s'est levé, il est allé là où les autres étaient en train de tuer les crabes, tu vois. Mhm. Et puis, comme si on n'était pas là. Et vous êtes parti ensuite. Ils sont partis, mais alors. Ça t'a déçu, Je me suis juré à moi, j'ai dit, bon, c'est une fois pour toutes. Ouais, Hein, bien c'est la dernière fois que je me vois, c'est la dernière fois que je le vois. Bien sûr. C'est vraiment moche, mais puisqu'il le prend comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien faire. Lui forcer la main. D'accord. Juste, très bien. Juste pour revenir sur l'OM. Ouais. Alors, qu'est-ce qui. Apparemment, donc, si j'ai bien compris, c'est la mère de Théolade qui a convaincu Roger Théolade, de ne pas aller jouer à l'OM. Ah, elle avait supplié, même, parce que là, il m'avait montré la lettre, et lui avait fait une lettre désespérée, disant, D'accord. Roger, qu'est-ce que j'apprends mon fils? Mais tu vas te casser les jambes, dans quel état tu veux voir? Tu vois, c'est tout comme ça. Il avait l'argument matériel, lui, il a préféré la voiture presque. C'était le fils unique de Voilà. hein, Mais toi, ouais. est-ce que quand même tu aurais pu aller faire un essai à l'OM? Je pense que, écoute, on s'était mis d'accord, s'il allait, je le suivais sans aucun problème. Et s'il n'y allait pas, tu n'y allais pas non plus. Tu sais, le gars nous a vu tous les deux, il nous a vu chez tous les deux, il nous a vu venir chez lui ensemble tous les deux. Alors, si j'allais seul, qu'est-ce qu'il aurait pensé, le gars? D'accord. Il aurait pensé, et votre ami, vous l'avez laissé où, tu vois? Ouais. Parce que les micmacs ont commencé à ce moment-là. D'accord. Tu vois? Mais Du reste, il ne m'a plus jamais relancé après. Il a resté. Parce qu'une chose bien simple, tous les lundis, quand il montait, assez souvent même, il passait à la maison. Il passait à la maison. Maman lui donnait toujours ce qu'on appelle chez nous une gamelle, tu vois, avec du boudin, du colombo, des choses qu'il avait mangé le dimanche, et je n'étais pas descendu. Et Roger m'amenait ça avant de repartir pour. Parce que vous étiez très amis alors en fait. Ah, mais on était amis depuis l'âge de 14-15 ans. Presque comme des frères? Ah oui, à un certain moment. Du reste, on s'est rencontrés à l'armée ensemble, tu vois. On s'est regardé une fois, hein. Une fois pour une histoire. C'était pas pour une histoire de fille, hein. C'était une histoire de. Ils étaient en train de jouer au dé, juste à côté de mon lit. Ils disaient, mais je commence à voir une histoire de dé et tout. Il s'est avancé, il dit quoi, tu fais pas content? Mais en fait, il m'a dit après qu'il plaisantait. Mais moi j'étais assis en colère, ils étaient tous autour de mon lit. Je disais, mais vous libérez mon lit, etc. Et puis à un moment, je l'ai tenu, c'est vraiment, je l'ai soulevé et on était au premier étage. J'ai dit, si je m'écoute, je te jette carrément. Eh ben, dis donc. Il a commencé à crier, non, ne fais pas ça, c'était moi. Ah oui. Mais après, donc après cet épisode-là, vous êtes devenus très proches. Ah, on était très proches. D'accord. Mais écoute, à l'époque, quelques semaines ou quelques mois avant, il venait souvent me voir, il perdait du temps, même il dit, je sais que j'ai longtemps, mais ça vaut le coup. Alors, je me rappelle son expression, l'expression, je me la rappelle encore mot pour mot. Il me disait, tu sais une chose, je n'ai pas besoin de te le répéter, je peux même te le dire, j'ai de sérieuses intentions pour ta sœur. Ouais, tu l'avais dit. Il m'avait dit. D'accord. Il m'a dit, pour moi, la femme que je vais épouser, ça peut être que ta sœur. D'accord. Mais alors, Et puis, il me le répétait chaque semaine. et comment toi, pour toi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, si tu es vraiment amoureux de ta sœur, comment se fait-il que pour une voiture, il ne l'ait pas quand même épousée, qu'il ait préféré la voiture finalement à ta sœur dont il était amoureux? Voilà. Tout ce que tu dis là, ce sont les ingrédients que le frère Régis a utilisés pour dire. Tu sais ce que Eric raconte? D'accord. Que j'ai laissé tomber ça, que tu as laissé tomber sa sœur pour une voiture. Oui, alors c'est pas. Tu me vois dire des choses. Non, bien sûr, mais lui-même, pourquoi il n'a pas épousé ta sœur finalement? Ah, écoute, selon les éléments que j'ai donnés et qu'il a donné lui-même, il m'a dit, il m'a montré les lettres de sa mère. Il y a une où il me dit, tu sais, ma mère, quand elle a écrit ça, elle était en pleurs. D'accord. Il a eu pitié pour sa mère, presque? Plutôt? C'est difficile à dire. Ah oui, c'est compliqué. C'est difficile à dire. Mais à partir du moment où le frère Régis, Jean Régis, avait mis dans sa tête que Eric colportait partout, que tu as laissé tomber sa sœur pour une voiture. D'accord. Alors que tu me vois... Bien sûr, c'est pas de... J'imagine que tu n'as jamais dit ça, mais ça t'a étonné qu'il ait laissé tomber ta sœur quand même? Parce que tu disais qu'il était vraiment amoureux d'elle.
il m'a donné des preuves de son amour pour Marie-Liane. Il m'a dit à plusieurs reprises, si une femme sera la mienne, dans le rang des gens de mon temps, ça ne peut être que ta soeur. Il l'a répété à plusieurs reprises. Tu vois? Et il me semblait que d'une semaine à l'autre, ils se rapprochaient de Marie-Liane de plus en plus, ils allaient au bal ensemble, ils discutaient ensemble. Ils étaient très proches. Ils étaient vraiment très proches. Et pour rebondir un petit peu, est-ce que ça a aussi marqué l'existence de Marie-Liane? Je dis qu'elle a pleuré pendant 2 jours. Ah oui. Est-ce que ça a marqué, je ne vais pas rester je ne vais pas faire de l'intimisme, mais ça a marqué son histoire avec les hommes ensuite, ce qui s'est passé? Je pense. C'était son manque de confiance en elle, peut-être avec Jocelyn, tout ça, la façon dont elle traitait, tout ça. Est-ce que ça a marqué, tu penses? Mais je pense même un peu plus loin. Je pense que sur Jocelyn, elle s'est vengée de ce qui est arrivé avec l'autre. C'est ça. Tu vois? La preuve, c'est que elle traitait Jocelyn comme moins que rien. Elle faisait comprendre à Jocelyn qu'il n'était pas de son niveau, tu vois. Elle a été très marquée par cette histoire, par cette rupture. Même si elle te dit non, moi je pense que oui. Je pense que oui. D'accord. Alors le plus fichant, c'est que Jocelyn lui court après. Elle se servait de lui comme de pantin, je veux dire. Mais en même temps, elle se dit, je serai au moins vengé sur un autre homme. Mais ce qu'elle n'a pas pu faire avec l'autre, elle l'a fait avec lui. Dans cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a 3 malheureux finalement. Parce que Théolade, parce qu'il avait épousé la femme qu'il aimait. Ta sœur, parce qu'elle n'a pas été épousée par l'homme qu'elle aimait. Et Jocelyn, parce que finalement, il a été une sorte de faire-valoir, quoi. En quelque sorte. Ça me fait de la peine pour Jocelyn. Mais ça a créé beaucoup de malheur quand même, je trouve. Ah, énormément. Mais écoute, je ne sais pas si tu t'en souviens, demande à ta maman, elle s'en souviendra parce que il y a un soir où on était en train de manger à table, chez ta maman, hein, chez la maman de ta maman. Tu sais où elle habitait, tu ne sais pas? Quand tu es sur Marseille? À Marseille, oui. Au Chartreux, peut-être? Non, pas au Chartreux. Je ne suis pas sûr. Ça s'appelle. J'en ai pas les Mon souvenirs. Dieu, comment ça s'appelle encore? Où habitait donc ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère. Voilà. Ta belle-mère, pour ton ex-belle-mère. Elle habitait juste avant que son mari la quitte. Tu vois, elle habitait là et on venait souvent le samedi manger chez elle, elle nous invitait, elle préparait un plat, elle faisait un sorbet, des trucs comme ça, qu'on mangeait ensemble. Et. Donc elle habitait dans Marseille, on va dire, mais on ne sait pas où. Il y a un soir où Jocelyn est arrivé, parce qu'il savait qu'elle habitait là, il est arrivé, Marie-Liane avait mis à la porte. Parce que Jocelyn voulait aller voir un match de l'OM, et Marie-Liane, par méchanceté, lui a dit, si tu vas au match de l'OM, c'est moi qui ai quitté la maison. Tu trouveras la maison fermée et tu n'entreras plus dans la maison. Jocelyn est venu pleurer dans l'escalier chez la maman de Mireille. Il m'a entraîné, il m'a dit, tu peux venir 2 minutes, j'ai une chose très très sérieuse à te dire. Alors je veux aller au match et tout. Je dis, mais tu vas aller au match, je vais au match. Il m'a dit, non, mais Marie-Liane m'empêche d'aller au match. J'ai dit, mais comment? Marie-Liane te tient les pieds pour t'empêcher d'aller au match. Hein. Il a dit, non, mais elle m'a seulement dit que si je vais au match sans sa permission, elle ferme la porte et elle n'ouvre pas la porte quand je reviens du match. Et tu la crois capable de faire une chose, de mettre à l'exécution, ça menace? Exactement. Mais il pleurait comme un gamin. Ah oui, d'accord. Comme un gamin, je sais. Alors il me demande, est-ce que tu peux venir dire 2 mots à Marie-Liane? Je sais, de quoi je aurais l'air? Mais non. Je ne peux pas faire une chose pareille. Si elle t'a dit ça, si c'est à toi qu'elle a dit ça, je ne suis même pas censé le savoir. Mais il est resté après dans l'examen. Et tu sais qu'il n'est pas allé au match? Il n'est pas allé au match, il a préféré retourner, il a dit, je prends mes précautions, je préfère retourner plutôt qu'elle me fait me retourner. Bien sûr, bien sûr. Alors quand il est entré, elle lui a fait une scène partie, il lui a raconté après, elle-même, après à table, elle lui a raconté, elle a dit, je l'ai envoyé balader. Et puis il y a un moment où, alors à table, qu'est-ce qu'elle disait encore? Oui, Marie-Liane, mais tu parles fort, il y a des voisins là. Marie-Liane s'est levée de table, ça c'est authentique, hein. Elle s'est levée de table, elle a dit, ce sont les voisins qui te gênent. Alors elle a ouvert toutes les fenêtres, elle a dit, Monsieur Aboulikam est un macro. Elle a révisé 5 ou 6 fois. Aboulikam, qui est le nom de famille de Jocelyn. De Jocelyn. Ah oui, elle était capable de beaucoup de choses quand même. Tout ça se passe en métropole, hein. Oui, ça c'était en plein Marseille. Voilà, on a ouvert les volets, on était en train de manger, figure-toi. On était en train de manger, et puis elle a crié à la cantonade comme ça. Ah, mais tu étais là, toi, tu étais là. Et oui, elle nous avait invité, c'était un samedi soir. Et le pauvre Jocelyn qui n'est même pas allé voir son match, il a dû rentrer à la maison. Et tu devais être gêné. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est comme ça. J'ai eu beau dire à Marlène, laisse-le aller au match, il te demande d'aller au match. Il n'y a rien de non, mais quand elle a crié par la fenêtre, Jocelyn ta maman et moi, on était en train de manger à table dans le salon.
Elle a ouvert toute la fenêtre. Et donc, c'était Macron. elle était incontrôlable. Ah oui. Tu sais, quand elle avait quelque chose en tête, Marianne, tu sais, tu lui enlevais pas. Mais est-ce que tout ça est vrai? Est-ce qu'elle était comme ça avant la rupture avec Roger? Ou c'était vraiment quelque chose qui l'a marqué, ce qui fait que... Il est difficile de dire quand même que c'est pas... Sinon, la question que tu me posais, mais pourquoi tu t'acharnes comme ça sur un homme qui t'a rien fait? Mais elle le... Excuse-moi le mot, mais elle le martyrisait comme vrai. Alors, on avait toujours le sentiment que c'était une vengeance qu'elle prenait sur un homme pour un autre homme. D'accord. C'était sa façon de dire, bon, ben maintenant je me suis vengé de Roger, tant pis pour lui, il n'avait qu'à ne pas être là. D'accord. Ok, très bien. Mais pour revenir juste sur l'OM, parce que c'est un peu le thème, Ouais. est-ce que toi, maintenant, aujourd'hui, tu as un regret, en fait? Tu te dis pas, oh, j'aurais dû quand même tenter ma chance? Ou alors, non? Il a fallu que j'ai 2 ou 3 ans de moins quand même, parce que j'avais déjà 24 ans quand j'arrivais là, tu vois, avec 4 ans. Avec 4 ans, tu commences une carrière, tu vas t'entraîner tous les jours. D'ailleurs, je ne peux pas venir tous les jours. Et au moment des examens, par exemple, je ne peux pas. Bien sûr. Tu vois, des trucs comme ça. Pas de regret, en fait, alors? Ah non, pas du tout. D'accord. Parce que, bon, Tu sais, déjà, je me trouvais bien à Mazal. À Mazal, quand il y avait des examens en vue, j'allais voir le président, j'ai dit, bon, écoutez, je vous le dis déjà, dès la fin du mois, tu sais, au mois de mai, il y a des examens, bien sûr, pendant tout le mois de mai. Alors j'allais voir. Et le président, je ne sais pas si je te parle de ce président de Mazal à l'époque. non, C'est un certain Dufay. je connais pas. Il était patron d'une assurance qui était dans une rue qui est perpendiculaire à la Canebière. Monsieur Dufay. Ouais, c'est ce monsieur, je te l'ai dit une fois, c'est ce monsieur Dufay qui venait tous les samedis après-midi, quand il savait qu'il y avait un match de dimanche, il lui dit, je suis venu voir si tu es en forme, parce qu'on a besoin de toi, il y a des matchs et tout. Quand il partait, systématiquement, quand il partait, il me donnait une poignée de main et il y avait un billet de 500 euros, de 500 francs. Oui, 500 francs. De l'époque, c'était beaucoup. Mais Oui. chaque fois. D'accord. Est-ce que, et juste pour rattacher un peu à ton histoire et à l'histoire de Guyane, est-ce qu'il y avait comme ça, de manière générale, des Guyanais, mais de manière particulière, tes frères, d'autres aussi, d'autres footballeurs dans la famille, enfin, je parle de tes frères, et dans Guyane en général, qui ont joué un peu en France ou qui ont failli devenir professionnels? Alain, celui qui est mort. Oui, voilà. Alain, il aurait pu jouer à Sochaux, lui, c'est ça? Ah oui, il était vraiment très... C'était le plus fort? Entre les cousins, frères, tout ça? Il était plus fort que toi, par exemple? Il avait un peu mal. Il a toujours dit que c'est moi qui lui ai appris à jouer au foot parce qu'il était plus jeune aussi. Hein, il a une dizaine d'années de ah oui, d'accord. moins que moi. Mais tes frères, je veux dire, Yvan, Georges et Yvan et Georges, par exemple. Père à son âme, Yvan, s'il avait eu que... Non, paix à son âme, pas pour Yvan, peut-être. Hein. Pour Yvan, je suppose. Paix à son âme, tu viens de dire. Oui, parce qu'il est mort. Ah mon Dieu, j'ai dit... Attends, j'ai dit... Moi aussi, Yvan, tu vois cette vidéo. Quand j'ai dit Yvan, j'ai compris Christian. Non, c'est Christian, j'ai compris. Ah non, c'est pas grave, c'est grave. Je signale, si Yvan voit cette vidéo, oui, on s'est trompé, quoi. Non, c'est Christian, c'est Christian. Christian, donc, oui, non, mais... Alors... Tu as déjà vu une photo de Christian? Oui, bien sûr, j'ai la photo qui trônait dans la chambre de ta maman, j'ai tout en mais juste, est-ce que Yvan et Georges aimaient autant le foot que toi? Yvan, oui. Georges, un peu moins. D'accord. Georges, si tu veux, c'était un basketteur surtout. D'accord, il joue au basket. Et Christian, alors? Christian, je pense que s'il avait vécu un peu plus longtemps, il aurait joué... En pro? Ah oui, je suppose. Il était fort? Oui, et puis il avait, si tu veux, il avait la carrure d'un footballeur. Tu vois, les jambes légèrement... Les jambes un peu comme celui que j'ai vu hier avec le Bayern, là, le français. Comment il s'appelle? Le français avec le Bayern? Coman, non? C'est comme ça? Non, celui qui était à l'OM. Ribéry. Ribéry. Tu vois, le type de jambes légèrement marqué comme ça. Ok, oui, d'accord. Exactement ça, Christian. D'accord. Mais est-ce que le football... Parce que ton père a été footballeur aussi en Guyane. Oui. Est-ce que là, on est d'accord? Il m'a vu jouer au foot. Et il m'a vu jouer au foot. Et il jouait bien, ton père? Ah oui, il était bon. D'accord. C'est une tradition familiale quand même, le foot. Vraiment, que tu m'as raconté. Ah ben, à partir de chez maman et de chez papa, là où habitaient papa et maman, dans la première maison, la toute première maison que j'ai décrite là, qui était à étage, où ils ont eu de l'eau de vaisselle et tout, dans cette maison-là, c'est là que le sport guyanais, l'équipe de papa, c'est là que l'équipe venait, chaque fois qu'ils avaient fait un match et qu'ils avaient gagné, tu vois. Bien sûr, oui. Alors il y avait une grande table qu'on sortait comme était dans la cour, tu vois, et puis ça chantait,
Tu sais, il chantait des chansons. Paillard, on va dire. Absolument. Donc d'accord, mais je veux dire, est-ce que toi, à un moment donné, dans ton existence, en tant que jeune ou adolescent, etc., tu as rêvé d'une carrière professionnelle? Quand j'étais en Guyane, oui. D'accord. En Guyane, oui. Mais quand je suis venu en France, je suis allé au PTT d'abord, j'ai traîné un peu, disons. Après, je suis parti pour l'Algérie, chez les Pères Blancs, parce que j'avais une annonce. Je joue au foot alors chez les Pères Blancs aussi. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Oui, d'accord. J'ai joué en Algérie, oui, en Algérie, à Maison Carré. D'accord. Tu sais où c'est Maison Carré? C'est l'Arrache? Elle arrache, c'est ça. Mais tu jouais à quel niveau en Algérie? Ah, j'avais un bon niveau quand même. Un niveau de. Comment ça s'appelle maintenant? Quand tu es juste après la deuxième division. Oui, de Ligue 2, on va dire. Exactement ça. De Ligue 2 algérienne. Oui, ah ouais, absolument. D'accord. Mais écoute, c'est simple, je vais te donner une référence bien forte. J'ai joué un match de coupe, de demi-finale de coupe à Alger contre notre équipe d'Alger, et c'était une équipe. Il y avait le MPA, je sais. Il y avait le MPA et il y avait une autre équipe. Le MPO, dans ses oranges, ça peut-être? Non, c'est une autre équipe, mais d'Alger même, qui a un quartier qui porte son nom. C'était l'Arrache, donc. Non, pas l'Arrache. L'Arrache, c'était pour nous. Oui, c'est bon, d'accord. Comment ça s'appelle cette équipe? Je m'en souviens plus. Dans cette équipe-là, il y a un truc dont je me rappelle qui va revenir certainement. Est-ce que tu te rappelles les joueurs? Je vais te donner des noms. Hein. Ah, c'est pas le Mouloudia par hasard? Non. À la SM Alger, un truc comme ça? ASM Alger. Oui, j'avais un truc comme ça, moi je m'en souviens dans ma mémoire. Ah ben, il y avait cette équipe-là. Dans cette équipe qui avait, tu sais, c'était tous les anciens, enfin quelques-uns des anciens, qui avaient quitté la France pendant la guerre d'Algérie. Ah oui, d'accord. Et qui avaient formé l'équipe avec Melkouk. Megloufi. Justement, ils en parlaient avant hier, et j'ai essayé de retenir les noms pendant qu'ils le disaient. Il y en a un qui a été mon entraîneur quand je jouais justement à l'Arrache. À l'Arrache. Cherchez son nom. Il y avait Melkoufi. Oui, je crois que tu l'avais raconté dans un précédent épisode. Oui, ça peut. Mais alors, il y a un match qu'on a fait, un match d'Algérie, je m'en souviens, on était en demi-finale, on a perdu 2-1, je vois. Mais il y avait un duel entre. Comment ça s'appelle? Il y avait deux joueurs qui jouaient à Monaco et qui étaient en équipe de France. Et l'un des deux était le capitaine de l'équipe de France, juste avant qu'il soit chassé. Juste avant qu'ils soient partis plutôt. Ils sont partis demain, ils sont partis un soir. Comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus. Tu n'as pas un nom de gardien de Monaco et de. Non. Derrière gardien de Monaco? De cette époque-là? De cette époque. Non, parce que là on parle des années fin 50, début 60. Voilà, c'est ça. Enfin, plutôt même fin 60. Oui. Mais tu as des noms? Non, je n'ai pas trop de noms. On parle même en 62, disons. Boubaker. Ah, Boubaker, d'accord. Il y a Boubaker. Et puis lui, il était quoi? Il était gardien? Il était gardien, Boubaker. Et puis juste devant lui, le capitaine de l'équipe, justement, qui était. Alors, je me rappelle un moment, ce gars, il était méchant, vraiment méchant. Il a dit à un de nos joueurs, mais petit, qu'est-ce que tu crois? Tu me connais? Tu sais que je suis? Tu sais mon nom? Je peux te casser. Tu as vu l'arbitre? Je te casse la jambe. Devant l'arbitre, il ne verra rien. Il ne dira rien ou il ne verra rien? Il ne verra rien, il dira. Alors, il disait ça, tu vois, pour les faroucher. Pour lui faire peur. C'était des jeunes. Lui, c'était un grand déjà, il était vétéran déjà même.